On va fouiller là-dedans, voir un petit peu ce qu'on trouve. On doit pouvoir trouver un peu toutes sortes de terres, là, on va voir. Ok. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, ça se voit tout de suite là. C'est très argileux, ce sera une terre qui méritera d'être essayée. Si tu peux faire une boucle avec et ça veut dire qu'elle est vraiment très plastique et que tu pourras la façonner tout à ta guise. C'est un cadeau de la nature. À portée de main, de précieuses veines d'argile remontent des entrailles de la puisaye. Grâce à elle, depuis plus de 6 siècles, le cœur de cette région située aux confins de l'Orléanais et de la Bourgogne bat au rythme lancinant du Tour de Potier. Au creux des modestes villages qui parsèment ce territoire de bois et d'eau, subsistent aujourd'hui encore des dizaines d'ateliers, dans le secret desquels des mains agiles façonnent cette terre d'une incomparable pureté. Une richesse naturelle qui a offert à ce coin de France rurale une renommée dans tout le pays et même au-delà des frontières. Car si la production potière est longtemps restée cantonnée à un usage domestique, à partir du XIXe siècle, la puisaye et son savoir-faire séculaire commencent à attirer les artistes qui font de l'argile la matière d'expérimentation nouvelle. Leur esprit souffle toujours sur la région, porté par une jeune génération de potiers créateurs. C'est au XIVe siècle que les rares archives existantes situent avec certitude l'implantation de la poterie en puisaye. Les lieux sont particulièrement propices car ils regroupent dans un même espace tous les éléments nécessaires à la pratique de cet artisanat. D'abondantes forêts pour alimenter les fours, des étangs pour refroidir les poteries brûlantes et surtout une matière première, l'argile, dont certaines carrières d'extraction encore en activité, comme celle des Beaux-Arts à Saint-Amand en Puisaye, marquent toujours le paysage de leurs tranchées béantes. Dans ce sous-sol, l'homme récolte depuis le Moyen-Âge une terre aux propriétés exceptionnelles. Pour installer des poteries, il faut trouver des argiles sur lesquelles on ne va pas avoir trop de travail d'épuration parce que sinon ça prend du temps. Donc si on peut trouver des bancs argileux assez purs, c'est vers cela qu'on va s'orienter principalement. Donc en puisaye, les bancs argileux, il y a très peu de choses à faire dessus pour pouvoir les exploiter en tournage en fait. Dans les campagnes de Puisaye au Moyen-Âge, les balbutiements d'échanges commerciaux se dessinent autour des premières implantations. Ce qu'on observe, donc, ce sont plutôt des petits ateliers assez simples, en fait, des structures un peu familiales. Au démarrage, ils n'ont pas une diffusion énorme, hein, c'est des diffusions très locales. Mais ce qui permet à la poterie de Puisaye de prendre son essor, c'est la découverte d'une caractéristique propre à certaines de ces argiles. Chauffée à 1300 degrés, elle se vitrifie. Ce type de four, en fait, on appelle ça un four longitudinal ou un four couché, est dans la tendance 13e, 14e siècle. Le principe, c'est qu'il y a une pente à l'intérieur du four. Et donc, c'est cette pente à l'intérieur du four qui va créer le système de tirage qui est nécessaire pour monter en température. Le four, toujours utilisé par certains potiers, tire selon le principe d'une cheminée qu'on allume au pied de la pente. Cette flamme, elle va progresser dans le four et le but c'est qu'elle traverse complètement pour que tous les pots puissent cuire à la température désirée en fait. Et au final, ça dure 35-36 heures.
fois que cette argile est cuite à haute température, elle est imperméable, elle est résistante, elle est solide et donc à l'usage, elle est très intéressante. Cette pâte minérale si particulière, qui une fois vitrifiée porte le nom de grès, devient la matière première idéale pour toute une production domestique. À partir du XVe siècle, elle enracine la réputation potière de la Puisaye. Au château de Ratilly, forteresse médiévale dont l'austérité guerrière a été adoucie au fil des siècles, on perpétue la fabrication de cette céramique utilitaire qui équipe les foyers dès la fin du Moyen-Âge. Depuis 70 ans, la famille Pierlot règne sur ce lieu. Et si ce sont les mains de Nathalie, la seconde génération, qui donnent désormais corps aux pièces façonnées entre ces murs, c'est par Jeanne, sa mère, que l'histoire d'amour familial avec le grès de Puisaye a débuté à la fin des années 30. Elle avait 20 ans à ce moment-là et elle avait décidé d'apprendre la poterie. Et à cette époque, il n'y avait pas comme maintenant partout des lieux où on pouvait apprendre en stage ou dans une école de poterie. Et donc elle a atterri, on peut dire, chez un vieux potier, le père Lion, Eugène Lion, à Saint-Amand-en-Puisaye. En fait, ma mère, elle a appris dans des formes traditionnelles de la Puisaye, qui sont des formes simples et utilitaires. Dans son dessin de modèle, il y a une influence de poterie ancienne. Le grès de la région s'adapte à merveille à tous les usages culinaires. Conducteur de chaleur, il maintient aussi les aliments au frais, tout en restant imperméable à l'humidité. Au fil des décennies, Jeanne Pierlot élabore plus de 200 modèles largement inspirés des ustensiles du Moyen-Âge et de la Renaissance. Aujourd'hui encore, leur ingénieuse simplicité assure la pérennité de la petite poterie familiale. Alors bien sûr, les pichets, les bols, mais aussi des objets un petit peu plus spécifiques. L'estoufadier, qui permettent de cuire à la vapeur. Cet estoufadier était déjà fabriqué dès le XVIe, XVIIe siècle en Puisaye. Il y a le beurrier réfrigérateur. En fait, on met le beurre dans une des parties et dans l'autre partie, on met de l'eau à température ambiante et on retourne notre beurre dans l'eau et on le conserve en dehors du réfrigérateur. Et ce qu'il y a de vraiment extra, c'est que quand on s'en sert, il est à la bonne température pour le tartiner. Cette capacité à conserver les aliments permet rapidement aux céramiques de Puisaye de trouver leur clientèle au-delà des frontières de la région. Un itinéraire tout tracé existe pour assurer le développement du commerce, la Loire, qui irrigue le flanc ouest du territoire. À partir de la fin du XVIIIe siècle, au départ de petits ports comme celui de Neuvy-sur-Loire, on affrète des gabarres, ces bateaux à fond plat typiques du fleuve, remplis de peaux. Ils offrent aux potiers l'opportunité de vendre leur production à Orléans, Blois, Tours et jusqu'à Nantes. Parfois même, leurs grès sont exportés jusqu'au Canada. Pendant longtemps, on est sur une économie de subsistance. Il faut faire des réserves pour l'hiver. Donc, on stocke dans les caves toute une typologie de poterie de stockage. Des grosses bonbonnes, des grosses bouteilles, des saloirs, des pots. Ces échanges font la fortune d'une nouvelle corporation, les marchands voituriers par eau. Ce sont des transporteurs, mais aussi des négociants qui achètent des quantités importantes de poterie dans tout le canton de Saint-Amand. Les marchands vont faire construire des grosses maisons qu'on voit encore, et on voit encore derrière de vastes cours et des bâtiments
qui étaient des entrepôts, où ils stockaient les marchandises parce qu'ils achetaient les poteries par milliers. Ils vont peu à peu acquérir, ceci dans le courant du 19e siècle, une situation de monopole. Ils dictent leurs conditions, ils imposent leurs prix, ils refusent parfois de la marchandise qui ne leur convient pas. Mais l'arrivée du chemin de fer au milieu du 19e siècle met un coup d'arrêt à la Marine de Loire. Elle permet du même coup aux potiers de reprendre leur indépendance en proposant directement leurs marchandises à la clientèle. En parallèle, la renommée des grès de Puisaye commence à attirer l'attention d'artistes en quête de nouvelles expressions plastiques. Chef de file de ce mouvement, Jean Cariès, un sculpteur formé aux Beaux-Arts, quitte son atelier parisien pour s'installer en 1888 dans la capitale de la poterie, le petit village de Saint-Amand-en-Puisaye. Là, il se passionne pour les émaux, ces mélanges complexes de minéraux dont il glace ses réalisations. Installé dans un château de la Renaissance, reconstruit vers 1530, le musée du Grès expose une partie de ce travail fondateur qui entraîne l'émergence, dans le sillage du sculpteur, d'une école artistique à part entière. Pour la poterie de Puisaye et sa longue tradition d'artisanat, c'est une révolution. Depuis 1976, un centre de formation aux métiers d'art et de la céramique accueille les héritiers de ces potiers créateurs. Cette étude-là, toute cette recherche-là, elle a été faite avec du grès de Saint-Amand. Donc déjà chargé en Ici, l'argile de Puisaye reste plus que jamais une matière vivante que la jeune génération se réapproprie en respectant la tradition. J'aime bien, c'est une terre, je trouve qu'elle sent bon. Et ben, elle est très très élastique et je trouve qu'elle est particulièrement belle crue. Ok. Je travaillais dans la maroquinerie avant et je me suis dit que j'allais partir de mes expériences et de ce que je savais faire pour créer une technique qui soit la mienne. C'est un parallèle entre la douceur et la mollesse que peut avoir le cuir et en même temps la rigidité et le toucher un peu, parfois un peu froid de la céramique cuite. Ce qui me raccroche au grès de Puisaye, c'est l'utilisation de la terre nue et notamment de la cuisson bois. J'espère rendre hommage un petit peu à cette terre ici, à ces techniques. Et mon idée, c'est de les valoriser, de les mettre en avant, que ce soit un savoir-faire qui perdure et qui ne soit pas écarté, parce que c'est quelque chose que moi j'ai appris à aimer et que maintenant je trouve magnifique. Autour de la matière en fusion, c'est une chorégraphie qui se dessine. Un ballet maîtrisé, où le geste souple, millimétré, tout en délicatesse, n'a pas changé depuis des centaines d'années. C'est une matière fascinante, en fait. On dit toujours que c'est une matière magique. Donc on part d'une boule de feu pour arriver à un objet rigide et scintillant. C'est ça la magie. Une magie dont les origines se trouvent dans les entrailles du massif des Vosges. Une forêt majestueuse de feuillus, des chênes, des hêtres, des charmes, matières indispensables à la fabrication du verre. C'est ici que sont nés les grands noms de la verrerie, Baccarat, Lalique, mais surtout la verrerie royale de Saint-Louis,
manufacture du roi, qui au XVIIIe siècle perce le secret du cristal, faisant de cette terre isolée l'un des fleurons du luxe à la française. C'est au cœur de la forêt de Darney, au sud-ouest du massif, que l'on retrouve la trace des premiers verriers. Au XIVe siècle, le territoire des Vosges regarde vers l'Europe centrale, berceau de la verrerie. Il appartient au duc de Lorraine, ayant prêté allégeance au Saint-Empire romain germanique. Ces forêts attirent des artisans itinérants venus de Bohême et de Flandre, en quête de nouveaux territoires à exploiter. Au XIVe siècle, on prenait ce qu'on avait sur place, c'est-à-dire le bois, pour chauffer le four. On prenait le sable au ruisseau et il nous fallait des cendres de fougères qu'on trouvait dans la forêt. Donc le mélange sable, cendres de fougères et chaud nous permettait de produire du verre. Dissimulés sous les feuillages, les vestiges d'un four datant du Moyen-Âge. Le four était disposé ici avec 3 pots de chaque côté. Dans ces pots, on mettait le sable avec la chaux et le salin. La chaleur faisait fondre le sable et on allait cueillir le verre avec une canne de verrier dans laquelle on soufflait pour faire une bulle de verre que l'on étalait pour faire un verre plat. Spécialistes de la fabrication du grand verre des fenêtres et des vitraux, les verriers du pays des Vosges vivent isolés dans la forêt, à l'écart des villageois. Il y avait dans la forêt des cabanes pour abriter les ouvriers, mais ce n'étaient pas des vrais villages dans la mesure où il n'y avait pas femmes et enfants. Lorsqu'on a épuisé la ressource en bois, il était plus économique, plus facile de casser le four, de se déplacer pour refaire un four ailleurs et avoir la production de bois sur place. Ça évitait le transport sur de grandes distances. Au milieu du XVe siècle, le duché de Lorraine cherche à sédentariser cette population au savoir-faire stratégique. Prise en étau entre une Bourgogne française influente et les Flandres, ce territoire belliqueux voit en ses verriers une source de revenus ainsi qu'une présence sentinelle assurant la sécurité des frontières. Les artisans verriers sont ainsi anoblis. À moins d'1 kilomètre du cœur de la forêt, le domaine du château de Lichecourt en impose. Au XVe siècle, la famille Tisac y fait construire une maison forte qui sera ensuite prolongée par le château. Ils vont avoir un statut de gentilhomme, ce qui est quand même pas banal pour des techniciens. On ne fait pas ça avec les maréchaux ferrants, on ne fait pas ça avec les maîtres artisans qui construisent les cathédrales. Elles ne sont pas anoblis, par exemple, si je prends un parallèle un peu hâtif. Et là, par contre, on va donner des privilèges de prendre des bois dans la forêt, d'utiliser les ressources matières premières et en contrepartie de ne pas payer d'impôts, de ne pas servir le duc quand il part à la guerre. Et au XVe siècle, le duc de Lorraine a, en particulier avec ses voisins bourguignons, un certain nombre de différends. Donc c'est quand même des privilèges qui sont très importants pour une catégorie qui est quand même une catégorie particulière, puisque créer à partir du sable et de l'eau, du bois, une matière transparente, translucide, il y a un côté alchimique un peu derrière cette transformation du sable en verre. Fort de ces privilèges qui perdurent jusqu'au début du XVIIIe siècle, les gentilshommes verriers constituent une communauté puissante et refermée sur elle-même. Une sorte de caste, peu aimée des paysans, et qui ne se soumet à personne, pas même à l'autorité catholique. C'est vrai qu'en étant en retrait des villages ou dans des territoires finalement peu contrôlés, la forêt est un territoire de marge, ça il faut vraiment toujours le rappeler. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique religieuse, bien au contraire. Forcément, à un moment, il y a quand même des règles à respecter, mais on voit bien que la distance avec le monde villageois fait que on a certaines différences qui peuvent se produire. Et on verra d'ailleurs que beaucoup de verriers
au XVIIe siècle, vont clairement choisir la réforme protestante pour des tas de raisons, des raisons de liberté, des raisons justement de ne pas être systématiquement dans la ligne de ce qui est la doxa, on va dire, de l'Église romaine. Lorsque le duc de Lorraine choisit, lui, de suivre la doxa catholique, il chasse les maîtres verriers convertis au protestantisme. Les verreries abandonnées sont pour la plupart détruites durant la guerre de 30 ans au début du XVIIe siècle. Il faudra attendre le siècle suivant pour que les verreries vosgiennes renaissent de leurs cendres. Sous Louis XV, monarque bon vivant, amoureux du raffinement et des arts de la table, l'industrie verrière connaît son âge d'or. En 1767, le roi lui-même décide de relancer l'activité de Munstal, désormais territoire français. Situé au fond d'une vallée au nord des Vosges, le site, l'un des plus anciens en Europe, devient la première verrerie royale. Les artisans qui s'y installent ont une mission: percer l'énigme du cristal. Louis XV et Colbert avaient initié la course à l'innovation, à savoir qu'ils avaient vraiment ouvert un concours avec une récompense à la manufacture, à la verrerie qui percerait le secret alors détenu uniquement par les Anglais dans ce souhait de nationaliser les savoir-faire et de trouver son indépendance vis-à-vis de nos voisins européens. En 1781, les verriers de Munstal trouvent enfin la formule. Le site est rebaptisé Cristallerie royale de Saint-Louis, du nom du seul roi de France canonisé pour ses miracles. L'architecture, la production, tout est pensé autour et pour les métiers du verre. Le directeur et sa famille sont logés dans cette grande maison, dernier vestige de l'époque. Les trésors de la manufacture y sont désormais conservés. À l'époque où Saint-Louis introduit l'art de la table dans le savoir-vivre à la française, on est à un tournant justement du savoir-vivre. On hérite de ce qu'on appelle du service à la russe. On commence à avoir des couverts et un service individuel. On retrouve dans l'histoire les collections Saint-Louis, surtout au moment de banquets très fastueux. Quand on dressait une table avec des collections de Saint-Louis, on dressait finalement la vitrine de nos savoir-faire d'exception et de notre capacité d'innovation aussi à l'époque, ce qui permettait de positionner la France parmi les pays d'excellence. La verrerie royale n'échappe pas aux confiscations lors de la Révolution française. Elle passe ensuite entre les mains de propriétaires privés qui doivent se battre pour maintenir leur place à l'heure de la Révolution industrielle. Il s'agit de conserver dans ces vallées reculées les hommes qui détiennent les savoir-faire. 2000 ouvriers travaillent sur le site de la cristallerie de Saint-Louis à la fin du XIXe siècle. Une ville dans la ville, ayant pour cœur névralgique les fours en fusion. Certains sont logés dans la cité Albert, des maisons individuelles dites en accordéon. Ces habitations étaient construites pour être mises à disposition gracieusement des artisans. Tout était pris en charge par les différentes familles de direction, que ce soit l'eau courante, l'électricité quand c'était le cas, et également tout ce qui pouvait être travaux de maintenance. Donc l'idée étant vraiment de fournir le confort et l'aide nécessaire à préserver l'implantation des artisans au plus proche de la manufacture. Les ouvriers sont logés, soignés et divertis aux frais de la direction. Des associations de chasse, de pêche, de musique prennent même le relais pendant leurs jours de repos. En contrepartie de cette politique paternaliste, les artisans s'investissent corps et âme dans la fabrication du verre et du cristal. La proximité des artisans garantissait aussi quelque part la protection des secrets liés à leur savoir-faire, que ce soit ceux des maîtres verriers, mais ça pouvait être aussi ceux de la composition de la matière. Et effectivement, on garde encore en mémoire
quelques règles de prise de vacances qui aujourd'hui nous paraissent complètement extraordinaires. Un artisan, selon son excellence, n'était autorisé à partir en congé, en vacances, qu'à 2 lieux de la manufacture, en prévenant 2 ans en avance et sous condition d'être chaperonné. Donc c'était aussi véritablement un contrôle également de la confidentialité de nos savoir-faire. Les savoir-faire et le prestige de la cristallerie royale de Saint-Louis vont la protéger du déclin. Ce n'est pas le cas des autres verreries de la région. À la fin des années 60, concurrencées par les sites belges et allemands ultra mécanisés, la plupart des maisons vosgiennes ferment leurs portes. Au début des années 90, la région, sévèrement désindustrialisée, fait le pari de relancer la verrerie. Alors que la cristallerie de Saint-Louis est rachetée par un grand groupe de luxe, l'État soutient la renaissance d'un autre site. À Meisenthal, dans la vallée voisine, le Centre international d'art verrier est créé en 1992. Ces artisans forment les jeunes générations et remettent au goût du jour une production particulièrement vosgienne, la boule de Noël. La légende dit que dans les années 1850, c'était une année de sécheresse. Et à l'époque, pour Noël, ils décoraient leur sapin avec des fruits, donc des pommes, des noix. Et cette année de sécheresse, il n'y avait pas de fruits. Et un verrier de Götzenbrück a eu cette bonne idée de souffler des boules de Noël en verre pour décorer le sapin. Je suis fils, petit-fils, arrière-petit-fils de verrier dans la région. Donc moi, je suis né à Saint-Louis, c'est la vallée à côté, c'est la vallée voisine. Mon papa était tailleur de verre, mes grands-parents étaient souffleurs, et il paraît que ça fait 7 ou 8 générations. Donc c'était un peu une logique, en fait, de devenir souffleur de verre. J'ai mon fils qui travaille derrière moi. Donc lui, il a 20 ans. Déjà tout petit, il avait 2 ans quand il est venu au centre d'art verrier. Il avait 2 ans quand il soufflait la première fois dans une canne. Il était aussi haut que le banc du verrier. Et à 16 ans, il est rentré à l'école de souffleur de verre. Il a passé son CAP. Et là, ça fait 1 an et demi qu'il travaille avec moi. Et souvent, le samedi matin, je fais des séances de transmission. Pas que pour mon fils, pour tous les jeunes verriers. Pour que justement, ces gestes perdurent et ne se perdent pas. Dans ces gestes répétés à l'infini, les souffleurs de verre vosgiens transmettent aussi leur amour de la matière. Ce feu magique et malléable, issu de l'alliance parfaite entre une terre féconde et une forêt généreuse.